Demoiselles, bonsoir. Bon. On est sérieux, on arrête les blagues. On essaye. On commence une émission. Bonsoir, M. Gagnon. Monsieur Doré-Gardin. Bonsoir, M. Compère. Monsieur Doré-Gardin. Bonsoir, M. Gouanchy. Bonsoir, M. Bonsoir, Doré-Gardin. M. Marajo. Monsieur Doré-Gardin. Bonsoir, François Antilles, le progressiste, justice, open source service. Système. Enfin, au service. Système, au service. 26 juin 1913, date d'anniversaire d'Aimé Césaire. Ouais. Il y a eu... il aurait eu 102 ans. 102 ans, voilà donc. Il aurait eu 102 ans. Alors, j'ai trouvé une citation qui est la plus dure, l'une des plus dures de Césaire. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Lettre à Maurice Thorez. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation, discours du colonialisme. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Discours sur le colonialisme. Le sujet qui vient après, c'est charnier migratoire. Les problèmes de migration. Il termine en disant de l'Europe. Oui. Et il dit l'Europe est moralement, politiquement, économiquement indéfendable. Alors, ça correspond à la situation actuelle. Alors, je continue. Alors, recitation B de notre. L'actuel drame humain des migrants constitue le miroir spectral de l'un des plus flagrants désastres provoqués par l'ordre marchand. Je crois qu'ils avaient mis capitaliste et puis j'ai mis marchand, un peu ça plus soft. C'est la même chose. Actuel, sous-tendant cette terrible fracture multiple qui pourrit l'économie des pays, mine les droits des peuples et favorise les agressions militaires du Nord contre le Sud. S'il n'y a qu'une planète bleue, dite politiquement terre des hommes, il est triste de constater que nous sommes très loin d'avoir un seul et même monde qui serait la patrie de l'humanité. C'est qui est ça? Le pape? Non, pas du tout. J'ai trouvé ça quelque part, j'avais noté. Ah bon? Un journaliste. Ouais. Parce que la dernière encyclique du pape a une tonalité comme ça. Voilà. Sur le deux mots sur la migration. Sur l'immigration, les 130 000 migrants qui, pour l'instant, ont déferlé sur les plages. 137 000 depuis janvier. Oui. 2 mots, parce que c'est tellement triste qu'on n'a pas assez Dieu pour pleurer. Moi, je crois que c'est l'affirmation la plus spectaculaire du déni de justice qu'exercent les pays occidentaux. Parce que on n'aurait probablement jamais parlé de ces migrants morts s'ils étaient blancs. Parce qu'ils ne seraient jamais morts. Oui, ils ne seraient pas morts. Voilà. Il y a des migrants blancs qui viennent de l'Est de l'Europe et qui sont accueillis. Et qu'on accueille. Qui ne sont pas victimes de ça. Et ça, c'est vraiment le racisme au stade le plus abominable. C'est de dire des gens qui arrivent pour être accueillis, et ils sont combien? 130 000. C'est rien. Ok, c'est que dalle, c'est rien. 130 000. Alors qu'ils sont plus bas, 800 millions. Donc on comprendrait une telle réaction s'il y avait 4, 5, 20 millions de personnes qui débarquaient. 130 000 parce qu'ils sont noirs. C'est tout. Et ça, c'est terrible. À part cet aspect pigmentaire et racial qui est évident, qu'est-ce que vous voulez dire? À part ça, moi je voudrais dire que on parlerait très peu, pour ne pas dire pas du tout, de ces migrants. C'est assez paradoxal ce que je veux dire. On parlerait très peu de ces migrants s'ils ne migraient pas en Europe. Ouais. S'ils ne migraient pas en Italie. Oui, en Grèce. Et en Grèce. Mais ça reste une variante. Mais tu as raison. Mais c'est une variante, mais c'est ça. Une variante, mais qui est importante. Michel? Moi, je crois que la principale raison de l'accélération de ce phénomène, on ne peut pas quand même oublier les phénomènes géopolitiques, notamment la Libye, et les choix imbéciles. Qui ont été faits, et le fait que, par ailleurs, cette Europe n'arrive pas, même pas, à se répartir, par un système, un mot abominable, les quotas, mais en fait quand même, à répartir donc la solidarité, hein, c'est-à-dire que l'égoïsme prend le dessus, et dans les pays où l'extrême droite est assez importante, soit qu'elle soit au pouvoir, soit qu'elle exerce de l'extérieur des pouvoirs,
une pression politique, je pense au cas de la France, eh bien, toute l'Europe, eh bien, on trouve toutes sortes d'arguties pour refuser d'accepter ces migrants et de les accueillir dignement. Je profite de l'occasion pour dire que c'est le sujet d'ailleurs de l'éditorial de Justice de cette semaine par notre ami Maurice Belrose. D'accord. François-Antilles François-Antilles lui-même, non. Je crois qu'il y a... quelle est la cause de ce phénomène migratoire? Déjà, il faut essayer de le comprendre et le savoir, connaître. Ce sont des populations qui fuient des régimes qui ne reconnaissent pas le droit de vivre et le droit d'exister en tant que citoyen et en tant que minorité. Ce sont surtout des gens, des minorités dans leur pays. Ce qui correspond à un concept juridique précis, Convention de Genève et tout ça. Si, Convention de Genève, et ça, mais pour nous, pour l'Europe, c'est une Convention de Genève, oui. Pour les autres pays, c'est pas de convention du tout. Oui, pardon, puisque tu n'es pas de ma caste, tu n'es pas de ma tribu. Oui, tu n'es pas de ma religion, oui, tout ça. Deuxième chose, ils arrivent surtout par mer. Et qui dit par mer, il faut échouer quelque part, et ceux qui arrivent, ce sont les survivants. Ils arrivent sur les côtes européennes. Quand Daniel dit, on parle d'eux parce qu'ils arrivent en Europe, je les vois mal traverser la Méditerranée et échouer aux États-Unis. Là, on n'en parlerait pas du tout, parce que au cas survivant. Deuxième chose, c'est que quand les images qu'on a vues sur la frontière franco-italienne, ils ne demandent pas à s'installer en France, ils demandent à traverser. Parce qu'ils ont un seul objectif, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, elle, qui dit ça commence à faire beaucoup là. Le phénomène est d'autant plus aigu, humainement difficile et difficilement supportable, je prends un terme très neutre, dans la mesure où nous sommes dans une situation de crise. Alors ce n'est pas une situation de crise économique. Si le phénomène migratoire aurait été important, il aurait été plus facilement digérable, si on peut utiliser ce mot. Il n'est pas digérable parce qu'on est en situation de crise. Il n'est pas digérable parce que ce sont des populations très pauvres qui viennent pour des emplois qui n'existent pas alors qu'ils existaient peut-être auparavant. Rappelons-nous. Vous dites que tu essaies de trouver une solution. Je ne cherche pas de solution, je donne des éléments d'explication, monsieur. Tu me rassures. D'accord. Ça m'a fait peur, là. Non, pas chercher les pièces baïba après, là. Bon. Ceci étant, si on doit aller sur un regard beaucoup plus critique et beaucoup plus global, ce phénomène de crise qui fait que l'Europe a du mal à exacerber, c'est ce phénomène de crise peut-être qui se répand dans les pays d'origine de ces gens-là, qui engendre une situation telle qu'ils fuient. Ils fuient non pas seulement le fait qu'on ne les reconnaît plus leur droit de vivre et le droit d'exister de par leur différence, qu'elle soit tribale, de caste ou autre, mais aussi parce que la situation économique fait que, comme ils sont minoritaires, ils n'ont plus le droit d'avoir des emplois qui sont destinés à la majorité dominante. Ce phénomène de crise économique ne se repartit pas à l'Europe, il se répartit sur le monde entier. Et ça se traduit des fois par des crises confessionnelles, par des crises ethniques, etc. Donc, je crois qu'il faut toujours rester sur des analyses beaucoup plus globales. Je n'ai pas encore parlé. Moi, je dis que c'est complètement imbécile tout ça, parce que ce sont des gens c'est un peu comme les meilleurs des raps et des rapines sur les côtes de l'Afrique. C'est les meilleurs qui ont subi la traite, et ça, c'est les meilleurs qui sortent des villages les plus lointains et qui arrivent à remonter à pied, à acheter des bicyclettes, à traverser et à arriver en Europe. Ce sont souvent des gens qui parlent deux langues, qui parlent l'anglais, qui parlent le français, et que l'Europe aurait intérêt tout bêtement à utiliser cette main-d'œuvre et à enrichir son économie avec ça. Encore une fois, comme pour les femmes, comme pour les minorités, tout ça, l'Europe est imbécile, quoi. Nous sommes attelés à une Europe qui n'est pas intelligente. Au-delà du racisme et tout, qui est une forme de débilité mentale, quoi. Objectivement, ce sont des gens qui sont formés, on n'a rien payé pour les former, ce sont des gens qui sont intelligents, ce sont des gens qui sont courageux, et que l'Europe aurait tout intérêt à les avoir. Il y a une Africaine, un écrivain dont je n'ai plus le nom, mais je vais le retrouver, qui disait dans une émission télévisée la chose suivante, qui est terrible. Elle interpellait on va dire un mec du Front National, on va dire ça comme ça, un politicien du Front National. Ouais. Et elle lui disait, une journaliste africaine, j'ai vu ça. Et lui disait, mais c'est très belle et monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que des centaines de milliers, voire des millions
de blancs vont dans les pays du monde entier et ne font l'objet d'aucune retenue. Donc le système d'aucune opposition, et ce n'est que le système colonial qui perdure, parce que en fait vous arrivez dans nos pays et nous vous accueillons. D'ailleurs, vous avez un nom, vous êtes expatrié, voilà. alors que les autres, ce sont des migrants. Voilà. Et c'était tu vois, il a un peu anticipé ce que je voulais dire. C'est quand même, nous vivons quand même un monde où il y a quand même des phénomènes de domination économique, politique et sociale. Ouais. Et ces régimes qui refusent d'intégrer leurs minorités, c'est quand même souvent des régimes qui sont soutenus, armés par les pays occidentaux. Je pense à l'Érythrée, tout simplement pour le contrôle des matières premières et du pétrole, notamment. Quel est le pays d'Afrique quel est le pays d'Afrique qui a cette maîtrise, cette responsabilité, que tout État devrait avoir? Il n'y en a pas, c'est toute l'Afrique. Il n'y en a qu'un seul, a priori, c'est quand même l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, qui a quand même... Qui a acquis une certaine... de technicité. Mais qui a des problèmes internes énormes, on ne va pas en parler. Sinon on finirait par le racisme et tout. Bon, ok. Mais juste pour finir là-dessus, pour revenir sur l'Europe, je pense même que nous avons tort de dire l'Europe n'accueille pas les migrants. Et je suis en train de penser, par une espèce de bon, à Charles Pasqua, qui vient de mourir. Paix à son âme. Paix à son âme. Charles Pasqua, souverainiste. Donc, contre le traité de Maastricht en 1992, n'est-ce pas? Donc pourquoi je dis qu'on a tort de dire l'Europe n'accueille pas les migrants? Parce que ce n'est pas l'Europe qui est là. Chaque pays se débrouille. Oui. L'Italie se débrouille, la Grèce se débrouille, l'Angleterre se débrouille. Ce que tu veux dire, c'est que l'Europe n'est pas capable d'avoir l'Europe n'a pas une politique là commune, aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de défini, il n'y a pas une police globale Europe, puisque l'Italie dit aux autres pays européens, excusez-moi, mais je ne peux pas supporter tout le monde. Prenez votre part. Ouais. Et l'Italie crie au secours, il demande aux autres de s'impliquer. Il y en a qui font la sourde oreille, et c'est la Hongrie, je crois, qui a mis un mur de 200 km. Qui a érigé un mur pour arrêter cette vague migratoire. C'est pire qu'Israël et la Palestine. Et c'est pire que le mur de Berlin. Il y a un phénomène qui est là pour arrêter. Il n'y a pas d'Europe. Voilà. Messieurs, retrouver 5000 emplois, le défi était de taille, mais il fallait le relever. Nous failles. C'est Mme Conconne qui parle. Je vois Ponchy qui commence à se pourlécher les babines. Ah oui, tu fais exprès. Oui, je fais exprès. Alors, synthèse, elle nous explique. J'ai porté là. Elle nous explique, je vais essayer de synthétiser, que pour retrouver au moins 5000 emplois sur les 12 000 qui avaient été perdus les 5 années précédentes, que sa majorité, son conseil régional, a pris des mesures très concrètes. Alors, c'est un plan de relance d'urgence, chantiers communaux, un plan d'intervention sur les bâtiments régionaux, sur les 23 lycées, un guichet itinérant de médiation fiscale, un déblocage urgent de tous les chantiers, un plan habitat d'urgence, le plafond de l'aide à l'embauche dans les secteurs du BTP et du tourisme porté de 1,2 du SMIC à 1,5, 2 fonds supplémentaires pour la reconstitution du fonds de roulement et la modernisation des entreprises, un soutien financier accordé à Martinique Entreprise pour augmenter les prêts à taux zéro et porter le délai de remboursement de 5 à 7 ans, le démarrage de 21 chantiers d'insertion avec 300 bénéficiaires qui étaient hors du secteur emploi réintégrés dans l'économie, et que les résultats ont donné, naturellement, les statistiques de l'INSEE, c'est ce qu'elle a expliqué, au 31 décembre 2004, que la Martinique serait le seul pays d'outre-mer à freiner la croissance du chômage, plus 0,2%, que le taux de chômage passe sous la barre des 20% avec une moyenne de 19,4%, et que les emplois salariés du privé atteignent 74 086 effectifs contre 71 742 en 2009. Qu'ainsi, on a quand même retrouvé 3 000 emplois, si on n'en a pas eu 5 000 comme annoncé. Et puis elle fait une citation, le marché du travail reste nettement plus porteur que celui d'autres départements français d'outre-mer, il s'agit du seul d'homme à avoir un taux de chômage, etc. Elle cite là, entre guillemets, l'INSEE pour dire que c'est pas moi, c'est l'INSEE qui dit ça. Voilà, la parole est à la
Bon, À l'accusation. Je sais pas, je sais plus je qui ne a vais pas accusé. pouvoir, dans le cadre de cette émission, répondre à tout cela. Je vais prendre quelques points On n'est pas là pour clés. Je vous inviterai à lire, je crois, sur le site de Montreuil-Créole et de Politique publique, la réponse que j'ai faite. Alors, d'abord, la première partie de la démonstration, c'est Alain Penoir, c'est le tableau. On n'a pas perdu 12 000 emplois avant, c'est faux. Alors, je vais citer quand même un chiffre. Il y avait 125 000 emplois en 2005, 5 ans avant, et en 2010, il y en avait 130 000. Au contraire, on avait augmenté le nombre d'emplois. Par contre, il y avait eu un début de crise de l'emploi après 2009, et même un petit peu avant, 2008, notamment dans le BTP. Le BTP avait perdu à peu près 1500 jusqu'à l'arrivée de l'Etchimi à la région. Le BTP, dans l'année et demie, les 2 années précédentes, avait perdu 1500 emplois. Bon, ça c'est une première chose. Alors, la deuxième chose, c'est que toutes ces actions, il n'a pas été dit qu'il n'y a rien été fait, mais ce qui n'est pas démontré, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on avait dit qu'on créait un institut martiniquais de statistique et d'évaluation des politiques publiques, il n'y a aucune évaluation de l'impact de ces mesures. Bon, en dehors d'une estimation à partir de déclarations d'entreprise, lors des chantiers, mais c'est une déclaration, ce n'est pas un contrôle. C'est les déclarations des entreprises et le chiffre qui est donné, c'est 800 emplois. Pour le reste, il n'y a aucun chiffre donné. Quant au reste, s'agissant des comparaisons avec la Guadeloupe, etc. D'abord, le freinage du chômage en 2014, dont il est fait état. Au 31 décembre Au 31 2014, décembre. Alors, ce freinage, il s'agit, je vais m'arrêter là parce qu'il s'agit d'une enquête emploi de l'INSEE, où l'INSEE avertit que sa méthodologie a changé en 2014 et que le taux de chômage de 19,4% dont il est fait état ne peut pas être comparé à celui au de taux l'année de l'année précédente. Quant au fait que la Martinique a un taux de chômage plus bas que celui des autres zones, si on prend sur 10 ans, sur 15 ans, la Martinique a toujours eu un taux de chômage inférieur, moins élevé entre 3 et 4% par rapport à la Guadeloupe, et entre 7 et 9% par rapport à la Réunion. Donc, il y a toujours, et pour des raisons structurelles, ces raisons structurelles, c'est que grosso modo, à la Martinique, malgré tout, dans une situation de mal développement, il y a quand même un petit secteur industriel plus important. D'ailleurs, on le voit à propos de la question de l'octroi de mer et la Guyane. Il y a un secteur industriel plus important, notamment la Sahara. Ok? Ben oui. Hein? Bon. Donc, ce qui fait que notre taux de chômage, mais si on regarde, et je termine là-dessus, si on regarde l'évolution de l'emploi a diminué, l'emploi global a diminué par rapport à 2010, de 3 000, et l'emploi salarié marchand, pour employer le terme, l'emploi salarié marchand a diminué d'un peu plus de 4 000. Et le chômage, c'est-à-dire le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi, entre mars 2010, 39 000 à peu près demandeurs d'emploi, et maintenant à peu près 45 000. Donc, au contraire, on a en gros 6 000 demandeurs d'emploi catégorie A. Je laisse tomber. Ceux qui ne travaillent pas du tout. Ceux qui ne travaillent pas du tout. Donc, alors, ce qu'on peut dire, si on veut être objectif, ce qu'on peut dire, c'est que, de toute façon, il fallait prendre un plan d'urgence. Si on prend les programmes de 2010, toutes les formations politiques, moi j'étais sur la liste de Mme de Grandmaison, ben, il était prévu un plan de relance. Donc, il était évident qu'après ce qui s'est passé en 2009, il fallait absolument relancer la machine. Bon, mais un plan de relance dans ce que peuvent faire les collectivités. Et là, le problème est le suivant. Il ne faut pas faire croire que les collectivités peuvent résoudre le problème de l'emploi. De façon magique. D'ailleurs, un des articles, l'article 48 de la loi de décentralisation de 1982, je me rappelle que l'ancien président du Conseil général, Émile Maurice, avait affiché ça à sa porte. La politique économique et de l'emploi est du ressort de l'État. Donc, le budget régional, c'est 4,5% du PIB. C'est 400 millions pour 8 milliards 900 millions. Même avec l'effet de levier dont parlent les économistes, certains économistes,
le budget du conseil régional ne peut pas, lui tout seul, dans le même temps où l'État, depuis 2011, Gabriel était avec moi à la conférence d'Olivier Sudry, il nous a démontré que depuis 2011, moins 4% de transferts publics. Donc, s'il y a un plan de relance, il doit être coordonné entre l'État et les collectivités. Et il ne faut pas que l'État abandonne ses responsabilités. Monsieur Marangeau. Non, mais j'avais taquiné Letchimy à plusieurs reprises. Enfin, je l'ai taquiné à plusieurs reprises sur des plateaux en lui demandant s'il avait viré la personne qui avait écrit 5 000 emplois dans son équipe. Oui, je bien. Je pense qu'il m'a dit oui, c'est fait depuis longtemps. Mais bon, il y a un élément qui est fondamental, que les gens comprennent bien. Il y a deux façons de créer de l'emploi quand on est un service public, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est soit on met de l'argent dans son propre personnel, donc on crée de l'emploi en embauchant des gens, comme les mairies, soit en changeant les règles qui s'appliquent au secteur économique. Et je pense que Letchimy a enfin compris, enfin j'espère, que, et tous les autres, mais bon, c'est lui qui est là pour l'instant. Les règles fiscales, les règles d'accès aux financements, les règles bancaires. Il a enfin compris. En fait, avoir le pouvoir. Voilà. Mais il n'a pas l'autonomie, chef. Non, mais attendez. On n'est pas obligé d'avoir le pouvoir pour changer les règles. On peut simplement demander à ce qu'elles changent. Un élément majeur du changement des règles, simplement, c'est par exemple l'octroi de mer. Voilà. L'octroi de mer, c'est un volet, un levier fantastique de création d'emplois à partir du moment où soit on l'augmente, soit on le baisse. La fiscalité sur les hydrocarbures, c'est un volant considérable. Toutes les lois sur les taxations directes ou indirectes, les taxes sur les cigarettes, etc. Ça, c'est un petit. La fiscalité. La fiscalité. Non, mais la fiscalité propre. Ça, c'est un petit volume. Mais il y a des éléments qui peuvent être beaucoup plus importants. Ce n'est pas nous qui avons demandé la loi sur la défiscalisation. Ce n'est pas les Martiniquais ni les Guadeloupéens. C'est Ponce. Non, mais bon. Non, pas vraiment. Non. C'est un lobby. Voilà. C'est un lobby. L'idée n'est pas venue d'eux. L'idée est venue du national et ils ont dit ah ouais, ça c'est génial. On comprend rien. Ce que dit il les connaît bien, c'est pas assez malin pour ça. Oui, et puis voilà, exactement, c'est vrai. Tu parles de la loi Ponce. La loi Ponce, exactement. La loi Ponce. 12 000 emplois créés sur les 6 premières années. Voilà un changement des règles. Je ne suis pas forcément favorable à ça, mais voilà un changement de règles qui a un impact économique. Donc, les hommes politiques qui vont nous, comment dirais-je, pour mettre mots et merveilles. Voilà, qui viendront nous présenter leur programme. Il faut s'ils ne comprennent pas que voilà, dans la partie programmatique, il y ait de vraies idées de changement des règles structurelles fondamentales qui peuvent aller se rhabiller. Monsieur Gagnon, êtes-vous d'accord avec cette façon de voir les choses? On parle peut-être de Mme Concon, on parle de... Ah ben, mais nous sommes tellement... Là, j'avoue que je ne sais plus, bon. Vous savez que nous avons décollé. Nous sommes tellement forts que je mets ça là et puis après on... Nous avons décollé, monsieur. Bon, Eddy vient de dire qu'il avait demandé à Seigneur Letchimy s'il avait viré le génie qui lui avait fait écrire son programme Création de 5 000 emplois. C'est un génie. Bon, c'est moi qui avais confusion des gens. Un mauvais génie comme la lampe. Il n'y a jamais eu ce le conseil régional n'a jamais créé 5 000 emplois, ça c'est clair. Et en plus, le slogan c'était 5 000 emplois en 2 ans. D'accord? Bon. Et même dans certains cas, monsieur, pas Amando ajouté là. Mais oui, écoute, ne change pas la barre. L'autre c'est déjà suffisant. La situation est assez grave. La question de allons sur le symbolique, la question de l'aide. Dans un pays où vous avez une croissance du chômage qui est constante. Que faire? À chacun son niveau, que faire pour essayer d'endiguer cette croissance? Letchimy a balancé son truc, le Conseil général avait un plan de relance à un moment lui aussi, les communes, les EPCI essaient d'avoir. Les collectivités ne peuvent pas créer l'emploi, mais soutiennent l'emploi d'une manière ou d'une autre. Les conditions de... Créer, elles soutiennent. Bon, il y a 300 millions d'euros investis par le Conseil régional.
Le Conseil général investit, en 2014, une 60aine de millions. Si on prend l'ensemble de l'investissement du Conseil général, peut monter très haut, peut monter à 700 millions sur plus de 15 ans. Bon. Cela veut dire qu'il y a, depuis la décentralisation, une implication des collectivités locales, donc des élus locaux, à la marche de l'économie locale, de par des mesures d'accompagnement ou des mesures d'investissement dans le pays. La vraie question, c'est pas les 5000 emplois, donc ça, c'est tout. Oui. La vraie question est... Ça, c'est du verbiage politique. Oui, ça, mais la vraie question électorale. est... Ouais. Quelle sera la capacité de la collectivité qui va arriver à partir de janvier Tu as compris. à pouvoir soutenir une activité économique par les moyens qu'elle aura, sachant que même si elle va démarrer avec un budget cumulé, département-région, qui sera depuis 1 milliard et quelques, elle devra supporter une dette cumulée, département et région, qui sera égale, qui sera supérieure à la moitié du budget qu'elle aura. Des salaires, des charges fixes. Elle a des marges de manœuvre. Mais cela veut dire que la Martinique part sur un pied beau, elle est bancale. Mais je ne mets pas ça sous la faute de. Je crois qu'il y a un moment, on soutient, mais comme Michel avait dit, comme nous avons assisté à cette conférence de Sudry, en réalité, le désengagement de l'État est conséquent de l'augmentation de la dette. Voilà. On a transféré le désengagement de l'État sur les collectivités. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en France aussi, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Retiens ça, c'est mécanique. C'est aussi mécanique que disent. Il faut apporter quelques nuances. Et il faut dire aussi les chiffres. Hein. C'est pas tout à fait vrai que l'endettement total correspond au désengagement de l'État. Non, correspond à la moitié du budget. C'est pas tout à fait vrai. La moitié, j'ai plus, 700 millions. Non, c'est pas tout à fait vrai. Les deux non, c'est 700 millions. Non, mais le dernier niveau d'endettement du Conseil général. Je parle des deux. Mais je donne les chiffres. Je vais additionner. Le Conseil général, les chiffres viennent de tomber. On est passé de 400 millions d'endettement à 285 millions. On est à 300 millions. Bon, allez, on va pas chipoter. 300 millions. Ok. Plus intérêt, on a 700 millions. Ne chipotons pas. De l'autre côté, on n'est pas encore à 300 millions de l'autre côté, hein, au Conseil régional. On n'est pas à 300 millions, on est à 120 et quelques millions. Non, plus que ça. Plus que 350. Non, mais 350. 350 millions d'encours d'endettement. Oui, d'accord. Moi, j'avais retenu 360. Hein. Oui, à peu près. Ouais, bon, je vous dis millions. Ah ouais, mais Donc on n'est pas. c'est réparti sur nous. Hein. Bon, continue. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que. C'est pas tant que ça. Oui, c'est pas tant que ça. Parce que la marge. Il reste de la marge pour emprunter. Oui. Parce qu'on est. Un peu. Si, Non, mais voilà. Il Voilà. reste quand même une marge. Mais Voilà. d'après M. Sudry, pas tant que ça. Non, mais elle va diminuer rapidement. Parce qu'en réalité, on est sur 2 assemblées. Elles ont chacune leur capacité de remboursement ou leur capacité d'autofinancement. Mais quand vous rassemblez les deux dans une seule, on va pas, il est mécaniquement pas possible que la capacité d'autofinancement de l'une plus l'autre s'additionne aux deux pour une seule. C'est pas vrai. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas seulement comme ça qu'une collectivité peut, comme Gabriel l'a dit, soutenir la création Économie. d'emplois. Voilà. Oui. Il ne s'agit pas systématiquement de lui demander de sortir de l'argent. Les hommes politiques, mais pas seulement le futur dirigeant de cette CTM, mais les hommes politiques de manière générale, et en particulier les parlementaires, peuvent travailler sur un certain nombre de réglementations qui libéralisent le marché et qui donc soutiennent l'emploi. J'ai l'impression qu'il y a une ligne qui se prend sur la zone franche débat, zone franche. Prions le ciel qui nous égoutte. Il n'y a pas que la zone fausse. Hein. Je l'ai l'intervention du président Lise au vote administratif. Alors, il dit des choses intéressantes dont nous devons tenir compte. Bon, il donne les chiffres, il donne d'abord les chiffres exacts. Bon, et il pose bien le débat, endettement par endettement, etc. Et il dit, c'est aussi stupide de dire qu'il ne faut pas s'endetter que de procéder en endettement inconsidéré. Mais il donne un argument qui me paraît que nous n'avons pas tenu compte sur le patrimoine considérable constitué par le département. Parce que quand on parle de collectivité unique, nous avons tendance à parler région. Il rappelle avec juste raison qu'il faut tenir compte du fait que le Conseil général, avec ses 700 millions de budget, d'abord,
il y a des dépenses affectées. Tout ce qui est le social, il ne faut pas croire qu'on pourra le prendre pour faire autre chose. Le RSA, les EHPAD, le médico-social, etc., ce sont des choses. Bon. Ça, c'est évident. Non, mais il est bon de le rappeler à la population. Il est bon de le rappeler. Bon, ce qu'on peut faire. Oui. Sans perdre ton idée, sur le milliard et quelques de la collectivité territoriale, le volet économie, c'est à peine 30%. Exactement. Ouais. Bon. Mais ce qu'il dit, c'est que il y a encore une capacité d'emprunt qu'il faut utiliser de manière judicieuse et que dans les négociations, parce qu'il sait de quoi il parle, dans les négociations, je pense à l'AFD par exemple, on tient compte du patrimoine et que ce qu'il reproche à la gestion actuelle, c'est par exemple, sous prétexte de diminuer l'endettement, d'avoir commencé à laisser le patrimoine se dégrader. Donc, l'entretien du patrimoine. C'est les éléments du patrimoine, l'usine de les immeubles, les terrains, etc. Les systèmes qui ont été mis au point pour déceler, je ne sais pas quoi, la couille des eaux, la montée. Bon, la station de Sainte-Anne, etc. Donc, le Conseil général était sorti d'ailleurs de ses compétences propres. Donc l'endettement actuel du Conseil général, c'est quand même le fait que c'est une collectivité qui est sortie de ses rails et qui s'est lancée dans le domaine économique. Qui est sortie de ses rails. Bon. En tout cas, aujourd'hui, pour commencer les défaillances de l'État. Pour compenser les défaillances de l'État. Voilà. Okay. Alors aujourd'hui, donc c'est un patrimoine qui a une valeur et qui peut quand même garantir une certaine dette. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup entendu. Je laisse parler mes confrères. Il est pauvre. Oui. En grande partie. En grande partie. Je reviens à une phrase de François Hollande lors de son passage ici. Ouais. Tu fais attention Michel, là, tu vois, Michel il commence déjà à Oui, tu as vu. Répondant à l'Etchimi, il a dit à peu près ceci. Vous voyez, ils ne demandent rien, mais ils exigent tout. Oui. D'accord? Bon. C'est un peu dans cette situation que nous sommes. Et quand vous dites que nos parlementaires, etc., doivent intervenir, c'est là que je veux en venir. Effectivement, on peut changer, améliorer, disposer de certaines règles pour venir en aide à l'économie. Deuxièmement, il est évident que, à mon avis, ni l'État, et encore moins les collectivités, peuvent seuls faire franchir un pas à l'économie. Par contre, j'ai noté dans la déclaration de candidature de M. Yann Monplaisir... Non. C'est comme ça qu'il m'a pris. Ah bon, je me demande pourquoi. J'ai noté dans sa déclaration qu'il faisait un grand appel à la commande publique. Venant de chefs d'entreprise privée. Et quand on nous rappelle dans les centres patronaux que c'est l'entreprise qui crée l'emploi. D'accord? Oui, il récite ça. Voilà, c'est un leitmotiv. C'est un leitmotiv. Hein? Mais on fait appel à... Une sourate. C'est le Coran. Le Coran du Continuez, pas de... Bon, troisièmement, pas de digression. Là. Oui, vas-y. Pour revenir à l'article de Catherine Conconne, beaucoup de gens se sont moqués des 5000 emplois. Hein? On a même eu une auréole sur la tête de notre chimie. SAINT, 1000 emplois. Je me tiens à votre disposition. C'est qui traîne dans un journal, l'opinion, c'est ça? C'est ça. N'empêche que s'il n'y avait pas eu ces plans de relance, notamment, on se serait retrouvé plus bas qu'on ne s'est trouvé. Même s'il n'y a pas eu 5000 emplois, il y en a quand même eu environ 3000. Mais comme disait... Générés, créés, bon, on pourra toujours discuter. On n'a jamais taxé la majorité de M. Njimi de débilité totale ou d'insuffisance ou d'incapacité. Et d'ailleurs, Michel t'a même dit que... Michel t'a même dit avec beaucoup d'honnêteté que toutes les listes qui auraient été... auraient fait un plan de relance. À peu près un nombre d'emplois identique. Bien sûr. L'une des pistes intéressantes et qui commence à justement à interpeller le gouvernement, c'est de dire, et qui vient défendre la notion de défiscalisation, qui jusqu'à maintenant était horrible parce qu'elle touchait des secteurs
réservé aux privilégiés, on va dire ça comme ça, le logement de standing dans les années 80, hein, et puis les bateaux. Les bateaux. Ok. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais l'un des arguments majeurs qui est en train de monter, qui est intéressant, c'est de dire, en France, je parle de la France, hein, pas ici, ici ils vont le reprendre fatalement, c'est de dire, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère que les gens qui ont de l'argent participent à hauteur de 170 à 180 milliards d'euros chaque année à l'évasion fiscale, ou de leur donner l'occasion d'investir ces sommes-là en défiscalisation dans l'économie française. Et c'est ça le vrai débat, parce que si ces 170 milliards-là étaient investis en franchise fiscale en France, ça crée de l'emploi, ça crée de l'économie, ça crée de... immédiatement. Et ce qui est intéressant dans le débat, c'est de dire, ben, est-ce que nous, on peut être en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, des terres d'expérimentation pour une récupération de cette évasion fiscale. De cette manne qui... Parce que ici, c'est pas compliqué. On n'aurait pas besoin de tout ça. Entre 1 et 2 milliards d'euros venant de cette source-là, investie chaque année sur 10 ans, ça, c'est considérable. Et il restera toujours un dernier écueil à surmonter au niveau parlementaire, qui soit, on va dire, essentiellement socialiste, mais qui soit réparti sur tous les bancs de l'Assemblée, c'est qu'en général, dès qu'on parle outre-mer, la notion d'équité, d'égalité du citoyen face à l'impôt est quelque chose qui monte très vite à la tête de tout le monde et qui brandit comme un étendard absolu le tabou sur lequel personne n'a envie de transiger. En fait, dès qu'on aura peut-être dépassé cette notion que la défiscalisation n'est pas un échappatoire fiscal, mais elle est un moyen d'investissement. Dès lors que cette notion idéologique et philosophique sera intégrée dans le débat, parce que la réforme, jusqu'à présent, il me semble qu'en 2012, le gouvernement avait dit il faudra vraiment qu'on aborde le problème de la défiscalisation de la fiscalité outre-mer pour pouvoir supprimer cette niche, pour pouvoir, on va dire, là, apparemment, c'est réglé, l'Europe l'a accepté, apparemment, c'est le débat, chaque année, regardez bien le débat sur la loi de finances, c'est récurrent. Parce que la notion d'égalité fiscale du citoyen, quand on dit outre-mer, et que déjà, on dit outre-mer, mais ils veulent l'égalité, mais ils ne veulent pas l'égalité fiscale, c'est pas normal. Non mais pourquoi? Oui, mais tu es gentil. Tu es gentil, tout simplement parce que c'est du racisme pur. Puisque ce qui est évoqué, c'est pas le fait qu'on est outre-mer, puisque c'est bien sur le territoire. C'est du racisme, puisque sur le territoire national, il existe des sources, il y a 71 niches fiscales. Oui, 71 niches fiscales, oui. Mais regarde comment à chaque loi de finances, il y a toujours le combat sur les niches fiscales. Non, mais il y a des niches fiscales. On va en créer, mais il y a toujours un combat sur les niches fiscales. On n'évoque jamais pour supprimer les niches fiscales métropolitaines, entre guillemets, et j'emploie à dessein le mot, la notion d'égalité. Ok? On parle d'opportunisme, mais non. Tandis que nous. Non, mais t'as nous en plus fort, parce que c'est là mais en plus, nous nègres, c'est ça le problème-là. Non. Bien sûr. Mais bien sûr, vous le savez. Moi, je ne suis pas nègre, je suis martiniquais. Alors, messieurs. Et je crois que la vérité se situe à mi-chemin. C'est qu'effectivement. Il est de plus en plus sage. Effectivement. Il y a une sorte de racisme fiscal bien ancré à l'Inspection générale des finances à Bercy, concernant l'outre-mer. Le syndrome des valseuses. Des danseuses. Des danseuses. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait que la défiscalisation première manière a été conçue de telle manière que ça a été quand même un moyen pour un certain nombre de gros contribuables français d'échapper à l'impôt, et que d'autre part, on n'a pas mis en place, jusqu'à présent, un véritable moyen de mesurer l'impact en matière de développement économique et d'emploi d'une mesure qui était censée booster l'emploi. Oui, mais grosso modo, on sait quand même, hein, à la louche, on sait. Non. Messieurs, la compagnie low cost Norwegian Air, elle défiscalise. mais cet hiver, 6 nouvelles lignes. C'est un peu ça, on va y venir. Mais cet hiver, 6 nouvelles lignes vers la Guadeloupe et la Martinique au départ de Boston, Baltimore, Washington et New York. Fondée en 1993, c'est une compagnie qui est basée à Oslo et la 3e low cost européenne et la 7e au monde en termes de passagers transportés, soit 24 millions en 2014. Donc, on a à peu près l'assurance que c'est des gens sérieux.
Sauf que c'est une compagnie low cost. Espérons. Je ne suis pas sûr que le mot sérieux, je soutiens cette initiative, mais je ne suis pas sûr que le mot sérieux convienne dès qu'il s'agit de compagnies aériennes. Vous connaissez un investisseur américain très célèbre qui s'appelle Warren Buffett. Ce type a dit un jour, après avoir perdu des milliards de dollars dans les compagnies américaines, il a dit, le jour où les frères White ont décollé, il aurait fallu que Capitalis puisse les descendre dès le départ. Parce qu'ils ont toujours pas de l'argent à nos compagnies aériennes. Non, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une clientèle. Laissez-moi continuer. Norwegian assure, il faut que je présente aux gens, sinon ça leur tombe sur la tête, 29 lignes internationales au départ de 10 aéroports français. Donc, je suis sur mon concept de sérieux avec une sorte de conviction affectée. Elle peut ainsi agir grâce à l'accord ciel ouvert entre l'Europe et les États-Unis, qui permet aux compagnies aériennes de relier toutes les villes européennes et américaines par des vols directs. C'est ainsi qu'il y aura des vols Pointe-à-Pitre, New York, et vice-versa, enfin le retour, à un prix d'abord en fréquence élevée, 2 ou 3 fois par semaine, je l'ai déjà dit, et surtout à un prix hors concurrence, parce que le prix de lancement est à peu près à 100 €, j'arrondis. C'est ça. Voilà. Et plus cher d'ici. J'ai remarqué que ça, c'est les taxes d'aéroport. Plus cher d'ici vers l'Amérique que de l'Amérique à ici. Petit détail. Gros détail. Ligne aérienne pour aller à New York, 100 €, Boston, etc. C'est bien, très bien. Parfait. Pour aller aux États-Unis, il faut un visa. Le visa, on va le chercher où? Il n'y a pas de consulat ici. À Barbade? Non, il faut un visa. Il faut un visa pour une durée, mais pas pour les vacances. Oui, avec ton passeport. Pour dépasser 4 mois. Si tu vas plus de 3 mois, tu as un visa. C'est pas pessimiste, tu iras comme tout le monde. Tu vas pour tu vas monter dans l'avion. Il suffit de ton passeport. Tu as un passeport biométrique, tu vas à New York. Et tu vas payer la Wi-Fi. En plus, tu vas payer les boissons. Il n'y a pas pour Ben Laden. Non, je me méfie de tout le monde. Daniel. Les avions de la Norvégienne ont la Wi-Fi. Te propose la Wi-Fi. Oui, la Wi-Fi, oui. Payé. Alors, il faut quand même qu'on dise aux gens ce que c'est ça, parce que les gens sont très étonnés et ils vont se retourner vers les compagnies normales, régulières, en disant mais monsieur, mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes des voleurs. Il faut quand même leur dire. Petit détail, et j'en ai terminé, je vous laisse parler, c'est que ce sont des avions qui resteraient parqués tout l'hiver, qu'ils mettront en circulation. Voilà. Allez, à vous la parole. Bon, globalement, ce sont des compagnies low cost qui jouent sur. Qu'est-ce que ça veut dire low cost? Les prix bas. Donc on rogne surtout. Prix bas, salaire bas, conditions de travail basses, etc. C'est ça que ça veut dire. Confort bas, service bas. Non, mais le Martiniquais, à qui te dit ça, il s'en fout du salaire de l'hôtesse et de tout ça. Ils sont pas du confort. Ah, le confort, non, mais le salaire, il en revient. Alors pourquoi les gens risquent de ne pas comprendre? Aujourd'hui, là, ces jours-ci, si vous voulez aller à Paris en aller simple, vous êtes entre 1000 et 1200 € l'aller simple. Okay, et l'aller-retour, c'est 1400 en moyenne. Donc, les gens vont se dire, mais il y a un souci. Ça va coûter plus cher d'aller à Pointe-à-Pitre aller-retour que d'aller à New York. Ouais. Bon. Mais le souci, il n'existe pas. Parce que derrière ces compagnies, il y a au-delà du low cost, parce que le low cost fait guère la différence, il y a des conditions de financement des avions qui sont aujourd'hui totalement bradés. Ce sont des avions qui ne coûtent strictement rien à la location et qui, au contraire, doivent voler pour ne pas coûter d'argent. Mais dans ce cas-là, ils vont voler tous les jours. Ils peuvent même voler vide. S'ils sont parqués, ils coûtent beaucoup plus cher que s'ils volent. Voilà. Donc voilà pourquoi on les envoie. C'est bien beau, mais ceci dit, quand on voyage, on n'a pas envie d'avoir mal aux fesses quand on est assis. On n'a pas envie d'avoir les genoux coincés sur le fauteuil qui est devant. On n'a pas envie d'avoir le monsieur qui met son plateau sur notre nez ou sur notre dos. Et de payer systématiquement dès qu'on a un petit coup de soif. Voilà. Donc quand on voyage en avion, ça coûte un minimum. Merci. Attends, je crois qu'il a assez décalé comme ça. On va donner la parole à Michel. 32 secondes pour la Grèce, quoi. Le référendum, les conditions, en synthétique, quoi. Bon, en synthétique, le peuple grec, le 25 janvier, a élu un gouvernement de gauche parce qu'il en avait assez de 5 années d'austérité. Il s'était rendu compte que malgré de souffrance et de misère. Ça ne permettait pas de rembourser la dette.
et que le taux de la dette était de 103% du PIB au départ et qu'il était monté à 75% du PIB. Bon, que les salaires avaient baissé considérablement, que près de 60% des jeunes sont au chômage, 40% de la population. Le SMIC a baissé de 700 à 500 euros. 700 à 500 euros. Le SMIC qui descend. Ouais. Les retraites avaient diminué et que surtout, que c'était en pure perte parce que l'endettement ne diminuait pas. Bon. Donc, en gros, qu'est-ce qu'a demandé le gouvernement Tsipras? Il a demandé, premièrement, c'est de permettre de prendre des mesures qui relancent l'économie, en gros, bon, qui diminuent la catastrophe humanitaire, c'est-à-dire qui permettent aux couches populaires de souffler, et puis de restructurer. Ils ont abandonné l'idée de l'annulation de la dette, de la restructurer. Bon. Et ils ont présenté un plan qui consistait, en gros, pour boucler les fins de mois, à augmenter la fiscalité sur les gens qui ne payaient pas, sur les riches, etc., sur l'Église, les armateurs, sur les riches. Et ce plan a été refusé par l'Europe. Et alors, la semaine dernière, les choses sont allées. Pendant la première partie de la semaine, on a dit que ce plan était sérieux. Et puis, comme par hasard, vendredi, samedi, intervention du ministre de l'économie et des finances de l'Allemagne, M. Schäuble, et de la Madame Lagarde. Et le plan a été récusé. Et Tsipras a eu, le Premier ministre du gouvernement, une réaction de dignité. Il a dit, bon, ben c'est comme ça, on va consulter, on a été élu sur un programme, vous nous imposez l'augmentation de la TVA, vous nous imposez une nouvelle couche de baisse des retraites, vous nous imposez de nouvelles privatisations, y compris le port du Pirée et de Thessalonique, etc., etc. Et il a dit, bon, ben je vais consulter. Et là, à partir du moment qu'il a annoncé cela, la BCE a organisé pratiquement le chaos monétaire en ne relevant pas suffisamment les liquidités accordées au système bancaire grec, donc d'où fermeture des banques, de façon à créer un climat de panique. Et toute l'Europe dit qu'il faut voter oui au plan. En gros, on fait à la Grèce un chantage, c'est ou bien, et on transforme la question posée au peuple grec, c'est est-ce que vous acceptez ou non le plan d'austérité de la Troïka, c'est-à-dire BCE, Commission européenne, etc. Et tous les médias disent, la question qui est posée, c'est d'être ou non dans la zone euro. Voilà. Or, il est avéré que l'opinion publique grecque veut rester dans la zone euro. Veut un aménagement. Et elle défend, comme beaucoup de gens d'ailleurs, dans tous les pays européens, il y a des gens qui sont d'accord pour une Europe, mais une autre forme d'Europe. Une autre forme d'Europe. Et c'est ça qui est la question. Je sais que c'est... Non, c'est très, très bien, Michel, mais félicitations. Il y a juste une info de plus. Oui, donne-la, parce que ça clignote. Oui. C'est que le FMI a sorti un truc aujourd'hui, ce soir, où il annonce la prévision de croissance pour la Grèce de 2,5 à 0%. Oui, très bien. C'est sous ces paroles pertinentes. Ça veut dire que ça prépare une cata. Ça prépare une cata. Que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du feuilleton grec. Et autre chose. Bonsoir.